Bonsoir à tous, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce webinaire de rentrée qui est organisé avec le concours de Calibrite et notre partenaire IPLN qui est un revendeur en ligne et aussi avec des boutiques physiques à Lyon. On en parlera un petit peu après. Ce soir, eh bien, j'ai la joie et le plaisir de retrouver, parce qu'on l'a déjà eu auparavant, Arnaud Frisch qui va se présenter parce que tout le monde ne le connaît pas forcément et puis qui va vous annoncer un petit peu le sujet de notre intervention ce soir. Avant qu'il démarre, je vous rappelle rapidement comment se passent nos webinaires. On va faire la présentation d'Arnaud qui va durer à peu près 40 minutes. Il va vous parler de retouche photo, de comment lui, il voit les choses et quelle est sa pratique à lui. Il ne s'agit pas de vous imposer quoi que ce soit. Il va simplement vous parler de sa manière de travailler. Et puis ensuite, on fera une petite pause de publicité où on parlera des offres spéciales qui existent chez Calibrite. Et ensuite, on finira par une session questions-réponses où vous pourrez interagir. Volontairement, si vous êtes raisonnable et que vous êtes correct, on a mis le chat en mode public, c'est-à-dire que tout le monde peut voir les réactions des uns des autres. Ça repose aussi sur votre capacité à être bienveillant et souvent, ça marche très bien entre photographes. Ça fait quand même presque une dizaine de fois qu'on le fait. Par contre, moi, je vais être modérateur, donc je me réserve la possibilité d'exclure quelqu'un si il y avait des personnes qui étaient un peu agressives vis-à-vis des autres. On n'est pas sur des réseaux sociaux non modérés, c'est moi le modérateur et je me réserve la possibilité d'exclure s'il y a quelqu'un qui est abusif ou qui n'est pas sympa avec les autres. Mais en général, la question ne se pose pas. Je me permettrai aussi de noter si jamais il y a des questions et de les garder en réserve pour la session questions-réponses, de manière à ce qu'Arnaud puisse faire sa présentation tout à fait au calme, sans être interrompu. Et on gardera les questions pour la fin. Voilà. Peut-être tout simplement, vous pouvez nous dire si le son et l'image sont corrects. Donc, pour toi Hervé, bonsoir à tous. Et là, un petit test son pour voir si vous m'entendez bien également. Ouais, pour beaucoup. Il y en a un qui dit qu'il y a des petites coupures toutes les 10 secondes. On a vérifié avec Arnaud et la bande passante de notre côté est plutôt pas mal au niveau serveur, même si Arnaud il n'est pas sur le même lieu que moi. C'est bon. Donc si vous avez des petits soucis son-image, vous pouvez vous rapprocher de votre box si vous êtes sur du Wi-Fi. Vous pouvez vous brancher en filaire avec une RJ45. Ça peut améliorer la bande passante. Ou si nécessaire, vous quittez le webinaire et vous revenez. Des fois, ça permet d'améliorer la qualité. Moi, je vais un peu disparaître. Arnaud, je vais te laisser annoncer la couleur, puisque c'est quand même un des sujets qui nous intéresse. Ah, on va parler un peu de couleur. Et puis, vas-y. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver encore grâce à mon ami Hervé Petit, qui a toujours la gentillesse d'organiser ces webinaires. Et donc, ce soir, on se retrouve. Donc, merci vraiment à l'UMESCA, à Calibrite de préparer ce genre d'événement. Merci à toi, Hervé Petit, pour l'organisation de cet événement. Et donc, je me présente, Arnaud Frisch. J'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui me connaissent pour un travail photographique lié souvent à la photo panoramique, photo d'architecture, photo haute définition. Et puis évidemment, le site sur la gestion de la couleur que j'entretiens depuis très longtemps maintenant, une vingtaine d'années, où je teste de très nombreux appareils, les sondes pour calibrer les écrans, des écrans. Je donne des conseils pour choisir votre matériel de retouche. Et donc, je fais ça depuis une vingtaine d'années maintenant. Et dans le cadre de ma pratique, j'utilise tous ces conseils que je peux vous donner également sur ce site internet. Comment on va choisir un espace couleur, pourquoi on choisit parfois le sRGB, pourquoi on va choisir des fois des espaces plus grands, en photo, en vidéo, comment on calibre son écran. Oui, il n'y a pas une façon de calibrer un écran, il peut y avoir des petites choses à ajuster selon la pratique de la photo qu'on va faire. Et ce soir, c'est l'occasion de parler des exemples de prise de vue que je vais retoucher, de montrer pourquoi, dans certains usages, je vais calibrer mon écran plutôt comme ceci ou plutôt comme cela. On appelle ça changer les valeurs cibles. Donc voilà tout ce qu'on va essayer de faire ce soir et je vais vous montrer un peu ma pratique de la photo. Vous pouvez la voir sur mon site internet. Je vais partager mon écran.
Alors, sélectionner un écran à J'ai envoyé partager. le lien vers ton site il y a quelques instants, Arnaud, hein. D'accord. Donc, Alors, ah bon, bah c'est parfait, c'est parfait. tu peux Sur continuer. sur ce site-là, là, je vais revenir sur Bridge, puisque ça va là. On va se retrouver maintenant dans Bridge que vous devez voir, de manière à pouvoir, voilà, partager des photos et retoucher des photos ensemble. Et ça va être l'occasion donc d'échanger sur ma pratique de la photo et sur comment je calibre les écrans par ailleurs. Donc, on va faire des petites sessions, retouche photo, conseils pour le calibrage des écrans. Et de temps en temps, Hervé Petit interviendra pour soit rendre ce webinaire plus interactif, vous poser des petits quiz, des petits questionnaires pour savoir un petit peu, pour en savoir un petit peu plus, mieux vous connaître sur la pratique de vos photos et sur votre façon de calibrer un écran aujourd'hui en 2024. Voilà. Alors, pour commencer, ce soir, on va parler de calibrage d'écran et de retouche photo, cadrage, retouche. Donc, le cadrage va nous permettre de rendre la photo plus élégante quand elle a été éventuellement mal cadrée à la prise de vue. Et au niveau de la retouche, vous allez voir l'incidence qu'il y a à ce moment-là dans ma pratique. Et là, je vous donne un exemple tout bête pour commencer, une photo astronomique. Donc, en photo astronomie, on a un problème essentiel, la gestion des noirs qui ne doivent pas être trop bouchés, ni trop clairs, quand on va soit partager la photo sur les réseaux sociaux, soit en effectuer un tirage. Donc, je vais ouvrir la photo. Voilà. Là, je vais partager mon autre écran, celui qui me permet, voilà, autoriser. Et voilà, on se retrouve dans Photoshop. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est une photo qui a été une photo astronomique qui est retravaillée en partie. Donc vous voyez, les noirs de ma photo ont une certaine densité. Et ce qui est très important pour moi, c'est de non seulement de travailler avec des courbes ou des niveaux, de manière à pouvoir les gérer, mais aussi de pouvoir anticiper et d'avoir une corrélation entre une courbe de niveau et réellement ce que je vois sur mon écran. D'où l'importance, dans mon cas, de travailler sur un écran haut de gamme, que j'ai évidemment calibré, et que j'ai calibré, par exemple, dans mon usage de ce soir, pour un usage web. Sur le type d'écran que j'utilise, je peux calibrer mon écran plusieurs fois, comme tous les écrans, mais l'avantage du type d'écran que j'utilise, c'est qu'on peut utiliser ce qu'on appelle un calibrage hardware, c'est-à-dire je peux renseigner dans mon écran 3 calibrages différents pour un usage papier, un usage web ou un usage vidéo. Dans mon cas, comme je ne fais pas d'usage vidéo, c'est 2 usages papier brillant, papier mat, et un usage web, pour que quand j'affiche l'image sur mon écran, je puisse vérifier et anticiper réellement ce que les gens pourraient partager s'ils ont un écran calibré comme moi. Et surtout, quand je fais, là, je ne sais pas si vous me voyez, parce que, Hervé, est-ce que tu peux me confirmer que la caméra est toujours visible ou pas? En petit Oui, oui. encart en bas? Ouais, Alors, c'est ça. tu partages ton écran et toi, tu as une petite tuile qui vient C'est aussi en parfait. faire imposition sur ton écran. Donc voilà, là, c'est pas la même photo de cette galaxie d'Andromède. Petite galaxie qu'on voit à l'œil nu, même si elle est à des millions d'années-lumière, 2 millions d'années-lumière de nous. C'est une galaxie qui est assez grande et qu'on peut voir à la campagne ou à la montagne quand il n'y a pas la Lune, que j'ai photographiée. Donc quand je cherche à imprimer cette photo, ce qui est très important pour moi, c'est que les étoiles qui sont très faibles sur ma photo se retrouvent bien sur mon tirage et que le niveau du noir ne soit ni trop dense, ni trop clair, sans, et c'est ça alors là qui m'a vraiment poussé il y a 20 ans à passer à m'intéresser à la gestion de la couleur, c'est est-ce qu'il est possible sans faire 10 tirages de suite pour essayer de corréler mon écran avec mon tirage, est-ce qu'il serait pas possible de régler mon écran, d'éclairer mon tirage avec un certain éclairage. Donc là, en l'occurrence, j'utilise une petite lampe Calibrite, dont je vous ai parlé dans d'autres webinaires. Petite lampe qui a le bon goût d'avoir un éclairage dit normé, donc qui est quand même un éclairage de bonne qualité. C'est pas un éclairage de très très haut de gamme, mais nettement meilleur que tout l'éclairage qu'on peut avoir chez nous. Et réellement, il y a une façon de calibrer son écran qui permet de pouvoir comparer dès le premier tirage
de pouvoir anticiper et comparer votre écran avec votre tirage avec un rendu très, très similaire. Et ça, sans investir des sommes folles dans une cabine de contrôle, simplement avec une lampe dans les un peu moins de 150 €, mais le bon réglage de l'écran, ça me permet d'anticiper et de gagner énormément de temps quand je dois faire des tirages. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment j'en arrive là, et pour vous montrer à quel point, en astronomie, par exemple, mais je vous le montrerai également sur d'autres photos, puisque je travaille souvent de nuit, donc la problématique des noirs ou des gris se pose également. En astronomie, voilà, je vais vous montrer la photo originale à partir de laquelle je suis parti. Alors, je vais vous faire apparaître une astuce qu'on utilise les astronomes grâce à la palette calque que je fais apparaître maintenant. Et vous pouvez constater que cette photo, en fait, a été prise avec de multiples photos. J'ai réalisé cette photo en multipliant des prises de vue de plusieurs fois 2 minutes. Et vous voyez qu'ici, il y a une dizaine de photos. Donc, c'est comme si j'avais posé 20 minutes en tout. Comment j'ai fait? Eh bien, dans un premier temps, les photos, je les ai alignées les unes par rapport aux autres en utilisant une astuce que j'aime beaucoup utiliser sans passer par un logiciel spécialisé en photo astronomique. Les astronomes, s'il y en a qui nous écoutent ce soir, diraient qu'un autre pourrait faire ça avec des logiciels spécialisés. Là, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer qu'il est possible, si vous faites de la photo comme moi, là, où on n'est pas systématiquement obligé d'utiliser un télescope, une lunette astronomique ou du matériel astronomique, pour compenser la rotation de la Terre, par exemple, eh bien, vous pouvez faire exactement comme utilisent nos smartphones aujourd'hui. Ils utilisent quelle astuce? Eh bien, on va faire de multiples photos sous-exposées. Comme elles sont sous-exposées, posées pas trop longtemps, elles sont évidemment sous-exposées. L'avantage d'être posées pas trop longtemps, c'est que les étoiles n'ont pas eu le temps de bouger, mais en multipliant le nombre de prises de vue, donc là, j'ai utilisé pour les superposer correctement le mode différence. Donc là, voilà, je regarde ça. Vous voyez, je pose le mode différence sur ma photo. Attendez, là, je me suis trompé et là c'est très important, 2 fois là. En mode différence, vous voyez, j'ai superposé parfaitement mes photos, les étoiles et ma galaxie s'éteignent. Une fois que les 2 photos sont superposées, parce que vous voyez, la rotation de la Terre fait que entre 2 photos consécutives, ma galaxie s'est légèrement déplacée. Je ne touche pas à mon trépied, je touche surtout pas à ma rotule, à ma monture, je laisse ma galaxie légèrement défiler, c'est pas grave. Comment je réempile mes photos? Je n'utilise pas les modes auto-alignés de Photoshop et autres, je le fais à la main avec le mode différence. Quand mes 2 photos sont parfaitement superposées, vous voyez, là je vais le mettre à 100%, vous voyez, regardez, hop, les photos réapparaissent et s'éteignent. Si les photos s'éteignent presque complètement, il y a une petite raison, la turbulence de l'air qui fait que les étoiles ne s'éteignent pas absolument parfaitement. On n'est pas en dehors de l'atmosphère, on est dans l'atmosphère. Il y a un petit peu, l'air fait trembler légèrement les photos, les étoiles. Donc c'est normal si ça déborde très 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 légèrement, c'est pas grave. Regardez, je l'ai superposé et je fais ça pour toutes mes photos. En mode différent, je les superpose parfaitement. Et cette fois-ci, pour faire apparaître réellement ma photo, je passe en mode superposition. Eh bien, regardez, avec une seule photo, j'obtiens ce niveau de luminosité-là, et dès que je fais apparaître une deuxième photo, une troisième photo, ma photo est en train d'apparaître avec beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de luminosité, voyez, et ainsi de suite. L'information arrive exactement comme si j'avais posé une vingtaine de minutes en tout, alors que j'ai posé 10 fois 2 minutes. Donc, vous voyez, c'est vraiment super intéressant. L'avantage, donc, chaque photo a été optimisée pour ne pas avoir des traînées d'étoiles, mais bien des étoiles ponctuelles. Et même si vous faites des photos avec un smartphone, avec un appareil photo sans monture qui va compenser la rotation de la Terre, vous pouvez utiliser cette astuce. Pas besoin de logiciel spécifique, pas besoin de matériel spécifique, juste une petite technique de prise de vue, un temps de pause relativement court. Quand il y a eu l'aurore boréale il n'y a pas très longtemps, là cet été, j'ai utilisé des temps de pause de 4-5 secondes avec un grand angle à peu près 24 mm ou en dessous. 4-5 secondes sans aucun problème, les étoiles vont rester ponctuelles. Vous multipliez le nombre de prises de vue et ainsi de suite. Vous avez votre petit objet céleste qui va apparaître. Je vous rappelle, voilà, sur une seule photo, on part de là. Donc, on part de très, très loin.
Et donc, le deuxième souci que je vais avoir avec ma photo, eh ben, c'est ça. Maintenant, j'ai un fond de ciel qui est relativement gris, et donc il va falloir que j'assombrisse mon ciel sans assombrir ma galaxie, sans assombrir les bras de ma galaxie. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser, moi j'aime bien utiliser un niveau. Donc le niveau va se trouver dans le réglage menu, réglage niveau, raccourci CTRL L ou pomme L. Voilà. Avec quelque chose que j'aime bien, c'est de pouvoir resserrer les seuils et pour voir, alors vous avez deux possibilités si votre écran est bien calibré, soit vous le faites à la vue, vous resserrez votre point noir et vous vous arrêtez quand vous estimez, voilà. Mais alors regardez, l'inconvénient quand je faisais ça, c'est que ça agissait sur la photo sur laquelle j'étais sélectionné. Donc faut bien, alors là vous avez deux possibilités pour que ça s'applique à toutes les photos. Soit vous aplatissez l'ensemble des photos, vous n'en avez plus qu'une, soit au lieu d'aller chercher votre niveau avec image, donc image, réglage, niveau, vous avez la possibilité autrement de choisir de créer un calque de réglage de niveau. C'est ce que j'ai fait et je l'ai placé au-dessus de ma pile de photos. Et donc maintenant, quand je vais faire mon niveau, je vais le faire apparaître avec un onglet qui s'appelle Propriétés. Vous voyez, j'ai resserré mes seuils du point noir. Et donc là, deux possibilités. Si vous avez un écran calibré, soit vous le faites à vue, soit vous utilisez la touche Alt de votre clavier. Et au fur et à mesure que vous allez resserrer vers la droite votre niveau, vous allez, voilà, votre photo et les couches de votre photo vont apparaître de plus en plus sombres. Vous voyez? Et là, vous avez un vrai noir qui est apparu. Voilà, partout où c'est noir, avec la touche Alt enfoncée, vous êtes réellement dans toutes les parties en rouge, vert, bleu à 0. Donc, en astronomie, paradoxalement, eh bien, des fois, quand on fait ça et si on le pousse un peu trop, eh ben, c'est effectivement un petit peu trop. Le fond de ciel est toujours légèrement gris. Et si vous le faites trop, vous allez au passage éteindre les bras spiraux de votre galaxie. Donc, c'est toujours à manier avec discernement. Donc, moi, je jongle entre ce que je vois et éventuellement, alors non pas la courbe, mais bien les niveaux que je trouve plus faciles à manipuler pour faire cette chose-là, resserrer mes noirs et avoir un noir qui me semble relativement dense sans pour autant éteindre toutes les photos toutes les étoiles, excusez-moi, qui sont sur ma photo. Vous voyez, là, si je fais ça, un certain nombre d'étoiles, les plus faibles, vont commencer à s'éteindre et évidemment, on va perdre un petit peu dans les bras spiraux de la galaxie. Donc, à manipuler avec délicatesse. Et là, comme je sais que mon écran est calibré, je sais que là, le niveau de noir que j'ai, je pourrais le retrouver sur mes tirages. Donc, ça va être l'occasion peut-être de redonner la parole un petit peu Hervé. Mais voilà comment j'utilise. Et alors, vraiment, s'il y a un point sur lequel j'insiste, c'est que, en fait, d'avoir un écran calibré, surtout, personnellement, je trouve ça rassurant. Je sais que mon écran ne va pas me montrer des noirs soit trop denses, soit trop clairs. Et il y a un moment, on a besoin d'un juge de paix, et c'est que pour moi, c'est surtout là que va jouer la partie étalonnage de son écran avec une sonde de calibrage. On peut pas le faire à l'œil nu, impossible. On est obligé de se servir d'une sonde qui va réellement mesurer le point noir que l'on souhaite. Et moi, je trouve que ça a un côté rassurant de savoir que je navigue pas à vue, que c'est pas juste beau chez moi, mais que ça va être également perçu, cette photo pourra être perçue également de la même manière, avec le même niveau de noir, chez toutes les personnes qui ont un écran calibré. Voilà pourquoi j'aime bien calibrer mes écrans quand je travaille ce type de photo. Merci beaucoup. Voilà, je pense que c'est intéressant de voir une utilisation en astro. Je rappelle que le sujet de ce webinaire, c'est justement autour de la retouche photo, comment sublimer ses prises de vue, et tu partages avec nous quelques petites techniques. Comme presque tout le monde maintenant nous a rejoints, parce que bon, tout le monde n'arrive pas exactement à l'heure, je pense que c'est le bon moment pour faire un petit sondage, si tu es d'accord. Ah bah oui. On en a préparé un que j'aime, dont j'attends vraiment votre réponse avec curiosité. Allez, c'est parti. Donc, je vous devais voir apparaître un petit sondage en direct que je viens de lancer. Et notre question qu'on se posait avec Arnaud en préparation de ce webinaire, comment est-ce que vous retouchez? Est-ce que vous retouchez sur un smartphone?
Est-ce que vous retouchez vos images en ajoutant des filtres rigolos? Est-ce que vous retouchez vos images sur un écran pro et calibré, comme le fait Arnaud, mais chacun vit sa vie, hein. Est-ce que vous retouchez sur une tablette ou sur un portable, ou est-ce que vous considérez que pas besoin de retouche, mes photos sont toujours parfaites? Voilà. Et donc, vous avez encore quelques minutes pour participer à ce sondage. Quelques secondes, hein, j'ai dit. Ouais. Voilà, il reste 19 secondes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on partage nos images plus seulement sur des écrans, sur des tablettes, et réellement, j'observe un changement de comportement vis-à-vis de la nécessité du calibrage. Et il y a des cas où ça me paraît totalement indispensable, mais j'observe qu'effectivement, vu la pléthore de supports sur lesquels nos images vont être partagées, vont être vues, on peut se poser la question, et je trouve ça intéressant aujourd'hui, même moi je me la pose, dans quelle mesure on a absolument besoin d'un calibrage aujourd'hui de son écran, étant donné que ça va finir parfois sur une tablette qui va être observée en plein soleil, ou là carrément la nuit où il n'y a plus du tout d'éclairage, donc ça va faire ressortir évidemment un excès éventuellement de luminosité sur nos photos. Et donc je serais curieux de voir votre approche, votre sensibilité par rapport à ce sujet-là en 2024. Oui, en même temps, tu viens de nous donner une piste. C'est-à-dire, si tu fais une photo où l'importance de la profondeur des noirs a un rôle, un écran de qualité va être meilleur. Alors, je partage les résultats. Je rigolais, hein. Est-ce que vous voyez le résultat? Donc, on a retouche sur smartphone, 3% d'entre vous. Il y a presque un peu plus de 300 réponses, hein. 1% en ajoutant des filtres rigolos, donc il y en a 2 qui ont répondu ça. 87% sur un écran pro, plutôt calibré. Sur tablette ou portable, 15%. Et personne n'estime qu'il n'a pas besoin de retoucher. Ben, vous êtes sérieux ce soir. Alors, moi, en tout cas, passionnés. Là, visiblement, on a affaire à un public de gens passionnés qui sont vraiment intéressés par faire un travail avec une certaine précision, on va dire. Absolument. Tu avais prévu de nous montrer aussi une démarche peut-être un petit peu différente pour une photo de nuit. Et tu avais choisi un lieu sympa. Exactement. Et alors, juste pour finir sur le recadrage, vous voyez, sur une photo comme celle-ci, là, je l'ai photographiée non, avec un appareil photo et pas un télescope, pas une lunette. Et donc là, sur une photo comme celle-ci, pour la finaliser, personnellement, j'aurais tendance à recadrer un peu ma photo, vous voyez, pour recentrer sur la galaxie. Et alors personnellement, je travaille aujourd'hui en moyen format, mais il y a encore pas si longtemps, j'ai travaillé en 24-36 en moyen format. Je suis revenu au 24-36 et en ce moment, depuis un mois, là, je suis à nouveau en moyen format. Ce que j'aime bien dans le moyen format, c'est le format 4/3. C'est vraiment un format un peu plus carré, un peu moins rectangulaire, un peu moins allongé que le 24-36, que j'aime énormément. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec mon précédent appareil photo 24-36, eh bien en fait je l'avais paramétré pour ne fonctionner que en 4/3, format que personnellement j'adore pour les paysages en photo d'architecture. Donc là la photo elle est directement en 4/3 et donc là qu'est-ce que je fais pour conserver ce rapport 4/3? Eh bien j'utilise la touche majuscule en même temps que parce que regardez, si je manipule un coin de mon outil qui me sert à recadrer ma photo, je perds le ratio 4/3. Je pourrais le retrouver évidemment en mettant des valeurs 4/3 dans le champ dédié ici dans Photoshop en haut à gauche. Eh ben, j'utilise encore plus simple. J'utilise la touche majuscule de mon clavier et je vais refermer mon cadrage. Et vous voyez là, je suis contraint au rapport d'origine de ma photo, c'est-à-dire le 4/3. Si j'avais utilisé une photo 24-36, je me serais d'abord mis en 4/3 et j'aurais refermé mon cadrage autour de ma galaxie. Voilà. Là, ça me permet d'avoir une photo un petit peu plus petite, éventuellement en pixels. Maintenant, j'ai là 50 millions et sur mon tout dernier appareil photo, maintenant j'ai 100 millions de pixels. Des fois, ça fait beaucoup trop. Donc, je suis amené à refermer recadrer ma photo. Sinon, l'objet est vraiment minuscule dans ma photo. Alors que quand je l'agrandis à 100%, vous voyez, là, ma galaxie est vraiment trop grande. Oui, mais quand je photographie d'autres objets dans le ciel, la Lune ou des nébuleuses, elles sont parfois très petites. Il y a une nébuleuse que j'ai photographiée qui a la taille du cœur de la galaxie d'Andromède. Donc à ce moment-là,
Si je gardais, regardez, entièrement ma photo, la nébuleuse serait toute petite. Donc, je vais recadrer ma photo en recentrant mon cadrage et en conservant ce ratio 4/3 que j'aime beaucoup. Des fois, je fais aussi du carré pour Instagram, mais j'aime beaucoup le ratio 4/3. Donc, voilà comment je vais, entre guillemets, sublimer mes photos. En tout cas, apporter une touche également au niveau du recadrage à mes photos en utilisant ces deux aspects-là. Le format et le ratio et éventuellement la taille quand j'ai beaucoup de pixels en astronomie notamment. Voilà, et on va valider la photo. Vous voyez, et après, je vous ai mis là, voilà, le cadrage d'une photo finale JPEG que j'avais faite au niveau des retouches de niveau également. Et là, je fais un petit recadrage final. Mais je vais vous montrer maintenant, on va repartager un nouvel écran. Je vais revenir dans Bridge. Voilà, et je vais prendre un autre type de photo. Voilà, une photo que j'ai réalisée récemment en sous-bois. Donc là, on peut deviner le type de retouche que j'ai pu faire. Là, je vais partir du fichier RAW. Donc, je vais changer la fenêtre parce que vous ne la voyez plus. Ah, Photoshop, il veut pas, il faut que j'anticipe. Ah mince. Donc là, je suis un peu coincé au niveau de la présentation. Je n'avais pas anticipé ça. On a fait des essais hier, oui, mais je n'avais pas anticipé. Alors, si, c'est pas grave. Je sais comment je vais faire. Je sais comment je vais faire. Je vais faire ça. Je vais autoriser. Moi, je vais aller dans Bridge. Je vais ouvrir la photo. Et je crois que... Non, il ne veut pas de caméra RAW. Ah, je suis vraiment désolé. Donc, c'est pas grave. On va faire autrement. Pour ce petit problème technique que j'avais pas du tout anticipé, j'en suis vraiment désolé. Je vais faire autrement. Je vais agrandir les photos. Les vignettes. Voilà. Ici, vous avez, normalement, là, vous devez bien voir, donc je reviens sur ma fenêtre de Bridge. Voilà, j'ai agrandi ma fenêtre. Donc, je pars d'une photo originale comme celle-ci. Et mon but, c'est d'arriver à ce genre de photo. Donc là, je vais l'ouvrir dans Photoshop pour vous montrer la photo en très haute définition. C'est avec mon nouveau boîtier à 100 millions de pixels. C'est ce que j'ai cherché à faire. Et je vous montrerai après, je vais vous décrire ce que j'ai fait. Même si je l'ai fait dans Caméra RAW, je trouve ça plus pratique à partir du RAW. Je vais vous montrer les différentes manipulations que j'ai faites directement sur l'image en Photoshop. Donc, on va rebasculer dans Photoshop. Tac. Arrêtez le partage, je sélectionne l'écran, voilà, en Photoshop. Je vous montre l'image. Alors, vous voyez, j'ai fait plusieurs choses. J'ai surtout, alors, sur cette photo-là, j'ai eu très peu de recadrage à faire. Là, j'ai soigné ma prise de vue. Ce que j'aime bien dans ce viseur, c'est que le viseur est très très grand. Il a une espèce de loupe qui permet de grossir beaucoup l'image au moment de la prise de vue sur le terrain. C'est vraiment quelque chose que je trouve très confortable. Sur mon précédent boîtier, j'avais un grossissement de 0,75 fois. Là maintenant, il monte à 1 fois. Et quand j'enlève toutes les données de prise de vue à mon cadrage, ça me permet de mieux cadrer ma photo. Donc là, sur cette photo-là, pas nécessité de faire un recadrage. En revanche, vous voyez, j'ai beaucoup assombri ma photo et j'ai fermé ma photo en ajoutant beaucoup de vignettage. Toujours l'intérêt donc d'utiliser des niveaux, donc CTRL L. Vous voyez, si je resserre les seuils, vous voyez, j'ai ajouté du vignettage dans Caméra RAW sur ma photo, mais vous voyez, avec cette touche-là, je pourrais savoir jusqu'où ne pas aller pour voilà. Vous voyez, là, j'ai l'impression que parfait, je rajoute du noir sur les coins de ma photo pour la fermer. Mais en fait, quand je relâche, je vois bien que j'ai été beaucoup trop loin. Si votre écran est trop clair, par exemple 160, 250, aujourd'hui, on a des écrans ou des tablettes qui peuvent largement monter à 1000 candela au mètre carré. Forcément que sur un écran extrêmement clair, cette photo-là, elle serait beaucoup plus claire. Vous auriez l'impression que vous pouvez largement la retoucher. Là, comme je suis pour un usage web, je suis à 120 candela au mètre carré, une norme qui fonctionne bien quand on calibre son écran dans un bureau qui n'est pas trop éclairé. Là, ma photo m'apparaît beaucoup trop sombre. Et c'est confirmé par le niveau. Donc, vous voyez, dans toujours cette problématique,
de fermer, c'est quand vous voulez fermer la photo avec du vignotage, chose qui se fait plutôt aujourd'hui. On va dire que sur Internet, on a des photos qui sont souvent assez contrastées, plutôt fermées avec du vignotage. Le confort qu'offre un écran calibré et un bon écran calibré. Alors là, c'est l'occasion de préciser qu'est-ce que veut dire un écran pro ou un écran de qualité. Eh bien aussi curieux que ça puisse paraître, un écran de qualité, c'est pas juste un écran qui va afficher les bonnes couleurs, mais il y a un point qui est très important et que je constate à chaque fois que je calibre des écrans qui soient entrée de gamme versus des écrans haut de gamme, c'est également ce qu'on appelle la courbe de gamma, le fameux gamma de 2. Certes, c'est ce qu'on demande au moment du calibrage de son écran, mais tous les écrans ne sont pas égaux. Il y a des écrans qui vont être plus sombres à 2,2, en fait, qui vont réellement vous calibrer votre écran plutôt à 2,3, 2,35, et d'autres, au lieu de vous faire un écran, vous calibrer un écran à 2,2, vont le faire à 2,15, 2,10, 2,05. Sur quoi ça va jouer? Eh ben, ça va plus jouer cette fois-ci sur les noirs, mais sur les gris foncés. Donc là, par exemple, dans ma photo, je vais l'agrandir un peu. On va pouvoir découvrir le niveau de détail qu'on a sur une photo. Vous voyez, là, je suis qu'à 33%. J'ai un très, très gros niveau de détail. Et bien là, j'ai un peu de détail dans les ombres de ce tronc d'arbre. Si je veux vraiment régler précisément le niveau de détail que je veux voir apparaître sur ma photo, avant même, excusez-moi, toute impression, mais quand je veux la partager avec d'autres, j'ai absolument besoin d'un écran calibré, mais j'ai également besoin d'un écran de qualité qui permette d'afficher réellement un gamma de 2,2. Sur quoi ça joue? Sur le niveau de détail que je vais avoir ici. Sur un écran avec un gamma plus important, vous allez avoir des noirs plus bouchés. Donc, vous allez tenter de les éclaircir. Et quand vous allez les partager avec des copains qui ont des super écrans parfaitement calibrés et calibrés à 2,2 avec un gamma de 2,2, ils vont vous dire, tiens, j'ai l'impression que tu as vachement bouché cette zone-là ou, à contrario, éclairci cette zone-là. Vous voyez, pour faire un réglage précis d'une partie de la photo, là, on ne parle plus de tirage, mais juste de retouche, eh bien, le gamma va jouer également sur la qualité et la facilité avec laquelle vous allez pouvoir retoucher des parties sensibles de vos photos quand vous travaillez des photos relativement sombres. Ça va jouer essentiellement là-dessus. Vous voyez, un petit détail comme ça, les écrans de qualité vous permettent d'avoir souvent des gamutes plus larges, vous permettent d'avoir un gamma nettement mieux, beaucoup plus précis. Vous allez, et sur certains même d'entre eux, avoir la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un calibrage hardware. C'est tellement pratique. Dit en 2 mots, c'est très simple. Vous faites vos 3 calibrages, vos 2 calibrages, 3 ou plus. Un, par exemple, pour la vidéo. Vous allez viser une luminosité un peu plus forte, mais surtout un gamma de 2,4, voire de 2,6. Vous allez avoir besoin de noir très profond. Et après, pour un usage web, vous allez davantage viser plutôt 120 candela au mètre carré. Vous voyez, c'est beaucoup moins de luminosité. Un gamma, cette fois-ci, de 2,2. Des noirs éventuellement très profonds, le plus profond que votre écran va vous permettre. Mais si cette fois-ci, vous décidez de faire un calibrage impression, là, on va plutôt viser 80 candela au mètre carré. Je vous ferai juste remarquer qu'entre 120 et 80, c'est 50% de moins. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup. Quand vous passez, enfin, si on passe de 120 à 80, ça fait un petit peu moins, ça va faire 30% d'écart. Mais 30%, c'est énorme. Si vous me dites que c'est pas beaucoup, je vous augmente demain votre salaire de 30%, vous allez rentrer chez vous plutôt joyeux. Donc 30%, c'est beaucoup. Ça, à l'œil nu, c'est impossible de le faire. Il vous faut une sonde de calibrage pour passer de 120 à 80. Mais surtout, si vous faites de l'impression, le gamma, lui, va rester à 2,2. Éventuellement, on pourrait utiliser la courbe L-star quand c'est possible. Les écrans pro le permettent, pas les écrans entrée de gamme. C'est une courbe de gamma que j'aime beaucoup pour l'impression. Et vous allez également pouvoir jouer sur le noir de votre photo, donc de manière à éclaircir votre écran, ne pas avoir un écran trop noir. Si vous faites de la retouche pour le web avec un tel calibrage, vous allez vous dire, mais c'est horrible, ça manque de contraste. Eh ben oui, mais la magie opère à quel moment? Quand vous éteignez l'éclairage de votre pièce, vous mettez un éclairage beaucoup plus diffus, vous allumez votre lampe de contrôle, vous mettez votre tirage sous la lampe, vous regardez votre écran, et là, la magie opère. D'un seul coup, le gamma de votre œil, qui est particulier quand il regarde un tirage éclairé avec une lampe de contrôle, et votre écran, à ce moment-là, le match se fait. Et là,
comme par magie, vous avez réellement la possibilité de contrôler et votre écran et votre tirage. Mais voyez, pour ça, il a fallu mettre la pièce dans certaines conditions d'éclairage, une certaine lampe de contrôle, votre tirage et un écran calibré dans des conditions qui seraient horribles pour faire un usage web classique. Eh bien, le calibrage hardware vous permet de basculer de l'un à l'autre un simple clic de souris. Pourquoi? Parce que le calibrage, il est enregistré dans votre écran et pas simplement dans votre ordinateur sur la carte graphique. Et là, comme ça, vous voyez votre écran qui travaille, il va chercher le bon profil, le bon étalonnage, donc le bon réglage de votre écran. Il communique avec votre ordinateur, les deux se synchronisent et vous avez presque en quelques secondes votre écran qui va passer comme ça d'un calibrage à un autre sans être obligé de relancer toute la procédure de calibrage. Donc pour ceux qui font régulièrement de l'impression, il me semble que c'est indispensable et malheureusement ce n'est accessible, malheureusement entre guillemets, accessible que sur les écrans haut de gamme pro, mais c'est un tel confort, une telle facilité de travail derrière. Dès qu'on travaille des photos, moi je trouve aujourd'hui j'ai l'impression que les photos aujourd'hui sont vraiment très souvent assez contrastées, plutôt bouchées dans les noirs de manière à offrir beaucoup de contraste, beaucoup de force à l'image. On est plutôt dans une tendance comme ça aujourd'hui. Un écran calibré me paraît presque indispensable pour retoucher vos photos sans que ça soit du à peu près, du on verra bien, du oh mais c'est beau quand même. Bon voilà, ça moi j'aime moins, c'est moins mon approche, vous l'avez compris. Et visiblement ce soir, vous êtes visiblement puisque vous êtes 87% à calibrer vos écrans, on est à peu près tous d'accord que c'est une façon de travailler qui nous convient. Je continue à vous montrer puisque c'est l'occasion. Moi je suis tellement éberlué par un niveau de fichier aussi dingue sur 100 millions de pixels. Là, maintenant, j'agrandis à 100%. Donc là, j'ai utilisé un objectif à bascule. Donc, ceux qui connaissent le matériel photo et moyen format savent dans quelle marque je suis passé. Et ce que je trouve absolument dingue, vous voyez, j'ai beau m'éloigner de l'endroit où j'ai fait la prise de vue, j'ai fait une bascule légèrement vers l'avant. J'ai utilisé les lois de Shen-Flung qui permettent de gérer la profondeur de champ d'une autre façon grâce à l'inclinaison de la lentille avant de mon appareil, de mon objectif. Et voyez, les feuilles tout en haut de ma photo, donc loin de moi, et pourtant le milieu de ma photo, et quand je vais descendre dans ma photo, à mes pieds, vous voyez, je conserve une très très grande netteté malgré les 100 millions de pixels. C'est notamment pour ça que je suis passé en moyen format dans cette marque-là, pour cet objectif-là, à bascule et décentrement. Bascule qui me sert rarement en architecture, mais qui me sert beaucoup, là, vous voyez, dans un cas de figure comme en sous-bois. Voilà, je te redonne la parole, mon cher Hervé. Là, je voulais vous montrer une autre façon encore de travailler. Et si, une autre petite précision, voyez que les feuilles d'arbres ici, ont un certain niveau de luminosité. J'ai essayé de renforcer la dynamique de ma photo en faisant ressortir ces feuilles. Et ben, il s'agit évidemment de ne pas aller trop loin, d'où encore l'importance d'un écran calibré. Et j'ai travaillé donc dans Camera Raw, vous avez les mêmes outils dans Lightroom. Vous avez la possibilité donc là, ce que j'ai fait, c'est plutôt sous-exposer ma photo, pas sous-exposer, sous-développer ma photo. J'ai joué sur le curseur d'exposition que j'ai diminué. Vous avez vu tout à l'heure dans Bridge, ma photo originale était relativement claire. Pourquoi j'ai fait une photo claire? Pour avoir des ombres un peu détaillées. Pas trop claires, j'ai utilisé l'histogramme pendant la prise de vue pour ne surtout pas cramer les feuilles qui sont ici, que je voulais vraiment surtout pas blanches, avec beaucoup de niveau de détail. J'ai légèrement surexposé ma photo et j'ai sous-développé ma photo dans Camera Raw en jouant sur le curseur d'exposition que j'ai diminué pour assombrir globalement ma photo. Et pour faire ressortir mes feuilles, j'ai rajouté un peu de blanc. Ça vous permet de monter les hautes lumières sans toucher à l'aspect général, par exemple, ici de la mousse. Vous voyez, la mousse ici a un aspect plutôt moyen. J'ai fait ressortir certaines parties de la mousse grâce au curseur des blancs de l'outil de Camera Raw. Et évidemment, les feuilles ici au milieu de ma photo et également les feuilles en haut. Ça donne plus de lisibilité à ma photo au centre avec des points d'attache, des points de focus pour l'œil pour qu'il puisse se balader dans ma photo et revenir à des points d'intérêt plus forts.
Donc sur cette photo-là, j'ai pas utilisé de recadrage, j'ai utilisé les niveaux dans Camera Raw. Est-ce que tu peux nous faire côte-côte avant-après pour montrer le travail? Alors, je vais le faire comme ça. Je vais développer la photo et je vais vous faire un côte-côte. Voilà, la photo originale. Hop, F4. Alors, cette photo-là, on l'a vue, je vais la fermer. Cette photo-là, on l'a vue, je vais la fermer. Et comme ça, je vous mets les deux photos. Ouais, avant, après, mes deux photos. Vous voyez, la photo de droite, c'est ce que j'appelle mon bloc de marbre. C'est ma matière première. Je la surexpose un peu pour avoir de l'information dans mon tronc d'arbre. Surtout en faisant attention de ne pas cramer mes hautes lumières. Je veux absolument de la saturation verte dans mes photos. Et peut-être que ça va parler à certains d'entre vous. Le fameux Ansel Adams qui nous a appris le zone system, que j'ai beaucoup utilisé, je rentre pas dans le détail, mais certains sauront de quoi je parle. En zone system, on nous apprend qu'une photo dont on veut garder toutes les couleurs, la nature de la couleur, pas la dénaturer, donc elle conserve une certaine saturation, une certaine teinte qui est proche de l'original, il faut éviter que la couleur soit surexposée de plus de 2 diaphragmes. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai surexposé ma photo, mais pas trop, de manière à garder des belles couleurs bien saturées sur mes feuilles que je voulais absolument faire ressortir. Mais vous voyez, là, il y a une espèce d'uniformité, donc moins de lisibilité sur ma photo. Et je savais où je voulais aller sur la photo de gauche. Donc voilà, j'ai refermé ma photo. Donc là, je ne reviens pas sur l'importance de l'écran calibré. Et j'ai joué sur mes curseurs, pardon, pour pouvoir faire ressortir certaines feuilles plus que d'autres, pour donner plus de visibilité et que l'œil puisse parcourir ma photo sans être comme sur la photo de droite où là, on ne sait pas trop où j'ai voulu aller. J'espère vous montrer davantage où j'ai voulu aller sur la photo de gauche. Voilà Alors, pourquoi. le temps passe, il est déjà 19h12. Est-ce que tu voulais nous montrer cette photo de nuit du bâtiment? Alors, le bâtiment, tout de suite. Ce bâtiment que Anne Hidalgo aime beaucoup. Donc, je vous la montre une fois. Voilà. Et là, c'est toujours pareil. Non, pour cette photo-là, je vais fermer cette photo-ci et je vais aller chercher la photo telle que je l'ai développée. Donc ça, c'était le point de départ. Voilà, le point de départ, et je mets les deux photos, et le point d'arrivée. Vous voyez, on pourrait avoir l'impression que en bas, donc là, c'est deux photos, l'une à côté de l'autre, mais c'est exactement les mêmes prises de vue parce que c'est des photos qui appartiennent, vous l'aurez compris, à une photo panoramique. Donc, j'ai fait 5-6 photos les unes à côté des autres, avec une zone de recouvrement. Donc, la photo qui est à droite, l'original est bien exactement comme cette photo-ci, qui là n'a absolument pas été retouchée. C'est une photo brute. Et en jouant sur les différents curseurs de Camera Raw, j'ai fait venir mon ciel, j'ai fait venir le toit, toute la matière. J'ai essayé de pas boucher. Regardez, on a l'impression qu'ici, les hautes lumières sont cramées. Mais si vous regardez, notamment dans la partie droite de ma photo, vous pouvez voir que non, ce n'est pas complètement cramé. Donc, à chaque fois, il y a le souci de surexposer au maximum de ce que je peux pour essayer de récupérer de la matière première, pour pas que les ombres soient trop bouchées. Parce que quand on fait venir les ombres, le problème, c'est qu'on risque d'avoir du bruit qui monte beaucoup dans ces parties-là de la photo. Donc, je surexpose au plus que je peux avec le boîtier que j'ai. Les boîtiers avec des capteurs Sony sont très forts pour ça, beaucoup de dynamique, avant que les hautes lumières ne crament. Donc, j'utilise cette possibilité-là. Et ensuite, je vais faire venir, mais voyez, c'est pas de photo HDR, c'est à partir du même fichier de gauche que j'ai joué sur les curseurs de récupération dans Camera Raw des basses lumières pour les faire venir et pour faire venir l'information sur la scène et en dessous mon pont, sur mon toit. Simplement, l'astuce que là j'ai faite en haut, j'ai fait un dégradé de gris pour fermer un peu ma photo. Comme il s'agit d'une photo panoramique, je ne vais pas simplement fermer les angles de ma photo. Là, j'ai carrément, en photo panoramique, en général, on n'utilise pas trop le vignotage de la photo finale. On va, pour fermer la photo, notamment au niveau du ciel, là, j'utilise davantage un dégradé de gris vers le bas pour fermer le haut de ma photo panoramique. Très bien. Vous voyez? Donc, tout le temps, on est confronté à est-ce que mes hautes lumières sont justes?
l'importance d'un calibrage avec un écran pas trop clair, pas trop sombre, et surtout les basses lumières, parce que je travaille souvent avec des basses lumières. En astronomie, c'est carrément des noirs, mais là, je travaille surtout des basses lumières. L'importance de bien prévoir ma photo avec un écran calibré. Voilà. Super. Je pense que c'est le bon moment de lancer le deuxième petit sondage, si tu es d'accord. Ah bah oui, bien sûr. Oui, oui. Et la question que tu te posais, c'est parmi vous, comment est-ce que, au final, vous réglez votre écran? Donc voilà le petit sondage. Pareil, il va être assez rapide, hein. Je vous laisse 1 minute et quelques secondes pour y répondre. Est-ce que pour régler votre écran, vous restez sur le réglage du fabricant? Est-ce que vous le réglez, mais vous l'avez déjà réglé à vue de nez? Est-ce que vous l'avez réglé pour que les couleurs pètent comme sur votre smartphone? Est-ce que vous le calibrez régulièrement? Ou est-ce que vous le calibrez régulièrement et vous maintenez même, en plus de ça, plusieurs profils? Un profil pour le web, un profil pour l'impression, un profil éventuellement pour la vidéo si vous en faites. Alors, ce qu'expliquait Arnaud tout à l'heure, c'est que les plusieurs profils, en fait, il y a plus de confort d'utilisation avec les écrans assez haut de gamme, professionnels, qui permettent le calibrage hardware, mais il peut y avoir d'autres techniques. Enfin, c'est intéressant de savoir si vous faites juste un calibrage, si vous faites si vous maintenez plusieurs profils, ou si vous réglez sur le fabricant de l'écran, le réglage du fabricant, qui parfois peut vous paraître suffisant. Oui, il arrive parfois que des fois on va chercher le compromis acceptable. On va faire qu'un seul profil parce qu'on n'a pas d'écran à calibrage hardware. Et bon, là, voilà, si on fait par exemple que du web, c'est pas très grave, mais dès qu'on commence à faire du papier, moi je connais quelqu'un qui est vraiment très calé en gestion de la couleur, en photo et autres, et quand on en discute, il m'a dit, moi ça me fatigue, et je n'ai pas un écran aussi haut de gamme que le tien, Arnaud. Il a un très bon écran, mais pas un écran aussi haut de gamme, qui permet le calibrage hardware. Lui, son choix, ça a été de faire une cote mal taillée. Mais comme il sait exactement de quoi il en retourne, quand il fait une comparaison entre l'écran et le tirage, il sait que ça va pas être la même chose. Il sait en gros à quoi s'attendre avec de l'expérience. Son imprimante est calibrée, mais il sait que lui, il va pas pouvoir faire une vraie comparaison entre l'écran et le tirage. Comme je l'ai dit, c'est un gros feignant. C'est un vrai gros feignant. Oui, mais son réglage, si ça lui permet dans sa pratique photo exactement. De faire sa retouche dans de bonnes conditions, de voir, comme tu disais, la profondeur des noirs, les niveaux de gris, en acceptant certains écarts, c'est déjà pas mal. Je partage les résultats. Voilà, je pense que vous devez les avoir. Et donc, 14% restent sur le réglage du fabricant, 4% l'ont réglé à vue de nez, 0% l'ont réglé pour que les couleurs pètent comme sur leur smartphone. Ah ouais. Vous êtes vachement fort, en fait. Bon, 74% le calibrent régulièrement et 13% le calibrent régulièrement et maintiennent plusieurs profils, ce qui est pas mal. Ah ouais. C'est bien. Non négligeable. Il y a quelques années, on n'avait pas ces il y avait une ou deux personnes. 13%, voilà. C'est beaucoup. Hein. Très, très bien. Ah, c'est chouette. En fait, c'est ça qui est, moi, que je trouve vraiment super, c'est que, effectivement, je peux comprendre maintenant qu'on n'ait pas spécialement envie de calibrer parce que on ne sait pas trop sur quel support ça va finir et des fois on se dit à quoi bon. Mais réellement, je vois que quand on est pro ou bien quand on est amateur très averti, il y a toujours un cas de figure où, par exemple, je prends un exemple avec un usage pro, vous n'avez pas besoin, jusqu'au jour où vous avez un client qui vous appelle et qui vous dit, voilà, moi j'ai une couleur de référence, j'ai un nuancier, et à ce moment-là, on vous appelle pourquoi, Monsieur Frisch? Parce que les couleurs du nuancier, c'est pas les mêmes qu'on a sur notre écran. Jusqu'à maintenant, nos clients nous demandaient pas une couleur nuancier, donc ça faisait la blague, mais dès qu'on commence à avoir un élément de comparaison, là en l'occurrence un nuancier, et là c'est plus la même chanson. Là, d'avoir un bon écran et avec des couleurs justes, mais vraiment justes, et puis ensuite un écran calibré, ça devient indispensable. Et donc je vois que là, il y a presque 15% des gens qui ont le souci de bien faire et qui ont sûrement pris conscience à quel point, non, avec un seul calibrage, on peut pas tout faire de manière confortable et surtout précise. Ok. Si tu es d'accord, on va passer à la partie, un petit peu la page de pub, hein, c'est pas très long. Je vais vous envoyer le petit lien. Donc il y a une offre spéciale, il y a plusieurs offres spéciales en fait chez IPLN. Donc normalement vous avez en bas le lien si vous voulez aller vous promener sur leur site. Il faut savoir qu'il y a, et je pense que
On va le partager aussi dans quelques instants. Arnaud vient de faire un test complet d'une petite sonde. Tu peux montrer Ah ce oui. que Eh tu ben, as fait. regardez à quel point elle est petite. Regardez. Ouais, je vous montre par rapport à une sonde beaucoup plus connue, la chez la même marque, la fameuse i1. Et bien maintenant, la Calibrite, toute petite, elle tient dans un petit sac. Elle est vraiment minuscule. Et elle a le bon goût, sensiblement moins cher. Très, très pratique en termes d'usage parce que elle s'appelle 1, 2, 3, pas par hasard. Sur le site internet, vous verrez, et sur mon test, vous verrez qu'effectivement, en 3 étapes, vous avez calibré votre écran. Inconvénient quand même, pour ceux qui cherchent la précision, il n'y a qu'une seule valeur cible à l'intérieur. On ne peut pas faire varier pour un usage papier, pour un usage vidéo. C'est en gros pour un usage web uniquement. Et à ce prix-là, il faut pas rêver. C'est quand même un peu moins précis, notamment au niveau de la neutralisation des grilles. Sur des écrans entrée de gamme ou moyen de gamme, vous aurez une neutralité des grilles un petit peu moins poussée qu'avec la grande sœur, l'A1 Display Pro ou l'A1 Display Plus. Donc voilà, vraiment chouette produit, très très petit, très facile à emmener avec soi. Seulement attention, il n'y a pas de cache sur la lunette. Oui, Elle il faut est le hyper protéger. transportable, mais il faut le protéger. Ça, c'est une chose que j'ai notée sur mon test. Mais vraiment, la compacité de l'objet pour emmener dans un club ou autre, c'est vraiment génial. Si vous avez besoin d'aller plus loin, évidemment, l'A1 Display Pro ou la Plus. Et c'est l'occasion, parce que j'ai découvert ça il y a peu de temps, et notamment sur le site d'IPLN, vous allez le voir, il y a une offre jusqu'au 31 octobre, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir les anciennes sondes à l'époque X-Rite, et donc se pose la question de la mise à jour. Pour moi, la mise à jour, c'est donc vers le nouveau logiciel Calibrite Profiler, que j'aime vraiment beaucoup, qui offre certaines options de calibrage de valeurs cibles plus poussées que sur le logiciel d'origine. Donc réellement, là pour moi, il y a une plus-value. Et pour un usage, par exemple, papier, pour l'impression, pour moi, c'est indispensable. Mais se pose la question du surcoût, parce que le logiciel devient la mise à jour logicielle. La sonde fonctionne, votre ancienne sonde va fonctionner, mais le logiciel doit être mis à jour et il y a une mise à jour payante. Elle coûte aujourd'hui une quarantaine d'euros. Mais là, la question pourrait se poser de est-ce que c'est pas l'occasion de changer de sonde? Pourquoi? Parce qu'en ce moment, donc jusqu'au 31 octobre, sur le site d'IPLN notamment, vous avez une remise de 70 euros. Vous présentez votre ancienne sonde, vous aviez une ancienne sonde X-Rite, donc très ancienne, ou Calibrite, ou même d'une autre marque, et vous voulez mettre à jour vers une i1 Display Pro ou plus, vous avez 70 euros de remise, qui est quand même loin d'être négligeable. Elle passera à moins de 200 euros la sonde, donc complètement à jour, avec la i1 Display Pro HL, et la plus, c'est moins 90 euros. Donc, on tourne à 200 euros ou moins de 200 euros avec cette offre. Donc, d'un côté, un défaut, le logiciel est payant et 40 euros, on peut se poser la question de savoir si on y va ou pas. Moi, je pense que oui, mais voilà, c'est 40 euros. Mais avec cette offre, là, on peut même se poser la question encore plus forte, c'est est-ce qu'on va pas vers une i1 Display Plus HL qui vous permettra demain de pouvoir calibrer toutes les nouvelles technologies d'écran, même les plus lumineuses, OLED et autres, les micro LED, les mini LED, écrans très très lumineux. Donc c'est la sonde de l'avenir. Voilà, la question peut se poser avec cette offre qui me semble intéressante, Oui. Financière intéressante, de se poser la question de savoir si on migre pas vers du matériel encore plus récent. Pour moi, c'est important de dire que vous êtes libre. Là, on vous indique simplement qu'il y a une offre intéressante. Et ce que tu disais quand même, Arnaud, c'est que la petite, en fait, c'est quand même un bon moyen pour les gens, par exemple, qui n'ont pas encore l'habitude de calibrer, ou pour un club qui voudrait aider ses membres avec une sonde qui, elle est simplement à 122 euros. On a quand même déjà des bons résultats. Il n'y a pas de licence pour un seul poste, c'est-à-dire qu'on peut brancher cette sonde. Quand on la branche, elle permet de calibrer un écran. Je la passe à un ami, il peut calibrer son écran. Elle n'est pas bridée sur une seule machine, hein, donc c'est important aussi de le préciser. Ça permet parfois de démarrer. Si par contre vous savez que le calibrage d'écran c'est important pour vous, alors les versions un peu plus pro, je pense que c'est... Et très clairement, alors je vous en conjure, là je vous en supplie, c'est vraiment la meilleure sonde entrée de gamme du marché. Surtout si vous avez une autre sonde, que quelqu'un vous sort d'un tiroir une vieille sonde de la marque concurrente ou même de cette marque-là, mais des vieilles sondes, et je parle pas de l'A1 Display Pro, mais encore une autre sonde qui avait une forme un petit peu ronde, une forme de souris, je vous en conjure,
oubliez-la, ça marche pas bien. Il vaut 100 fois mieux cette petite sonde, même si elle n'est pas parfaite. Elle fonctionne très très bien déjà. C'est pas aussi précis que les autres, mais ça fonctionne. C'est réellement une sonde entrée de gamme qui fonctionne. Les autres, vous oubliez, mais même à quelqu'un que vous n'aimez pas, lui offrez pas ça. C'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Pourquoi? Oh, Là, c'est je pas fais pas de méchant. la pub. Je fais pas de la pub là. Vraiment, là, allez lire mon site. Je suis extrêmement clair là-dessus. C'est pas de la pub, c'est pas pour vous pousser à la consommation. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et il y a des sondes d'entrée de gamme anciennes ne fonctionnaient pas selon moi. Et bon, voilà, c'était même difficile à défendre à l'époque. Donc, je suis content qu'il y ait cette sonde-là pour la remplacer aujourd'hui. Voilà. On passe maintenant à la session questions-réponses, parce que l'heure tourne. Et moi, je vous Oh, bon, on est propose. bien là, on est bien, il fait beau, c'est une belle journée Ouais, d'automne, moi de fin d'été. j'en ai noté quelques-unes. Une personne a demandé est-ce que tu peux réexpliquer le mode différence, comment ça marche? Alors, quand vous êtes dans Photoshop, je reviens. N'hésite pas Si à je peux montrer en illustrant avec une de tes photos ou une de tes images. Ah ouais. Donc, je reprends la palette. Il faut absolument que vous ouvriez la palette des calques. Donc, vous allez dans Fenêtre, voyez, et vous vérifiez bien que la palette des calques est bien cochée. La palette des calques étant cochée, là je l'ai fait. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs écrans de manière à ce que ça ne prenne pas de place sur mon écran. Je travaille avec 3 écrans en 24 pouces. Et donc, c'est une taille d'écran que j'aime bien, 24 pouces, parce que j'en ai 3. Sur mon écran de droite où je mets mes palettes, j'ai beaucoup de place, puisque j'ai 24 pouces, pour mettre toutes les palettes utiles dont j'ai besoin. Sur la palette des calques, je reviens à la photo. Alors regardez, si je prends cette photo-là, là je vais pas le faire avec la photo astronomique, je vais le faire avec cette photo-ci, je la copie, je vais la fermer et je vais la coller sur l'autre. Vous voyez, là, quand on est dans la palette des calques, la façon de matcher les deux photos, c'est le mode de ce qu'on appelle le mode de fusion. Il est par défaut sur normal. Vous voyez, quand je le déroule, vous avez tous ces modes de fusion différents qui vont vous faire en sorte de montrer la photo du dessus par-dessus la photo qui est en dessous, avec des façons. Donc là, je vous laisserai aller regarder les différents. Vous voyez, par exemple, obscurcir. Voilà, vous voyez, vous pouvez comme ça essayer plein de tests et de voir un peu ce qui se passe quand vous fusionnez les photos ensemble de manière différente. En astronomie, lequel on va utiliser dans un premier temps, le mode différence. Parce que dans le mode différence, vous avez deux photos qui normalement sont extrêmement proches, deux photos de la galaxie qui ont été prises avec le même temps de pause, admettons 2 minutes. Eh bien, si vous enlevez une photo de 2 minutes à une photo qui faisait 2 minutes, théoriquement, vous enlevez la photo redevient noire, puisque vous enlevez 2 minutes à une photo de 2 minutes. Vous soustrayez 2 minutes. Donc, dans un premier temps, je me mets en mode différence pour voir que les étoiles se sont légèrement déplacées. Avec l'outil déplacement, là, ça peut pas fonctionner. Alors, attends, je vais quand même essayer de vous retrouver parce qu'elle est facile pour moi. Ça va être beaucoup plus simple. Astro M31, je reviens sur mes photos. Voilà, je vais reprendre 2 photos pour vous montrer. Ça sera beaucoup plus parlant avec 2 photos strictement identiques. Je prends ma première photo. Vous voyez, la deuxième, on ne voit aucune différence. Elles ont 2 minutes de pause toutes les deux. Je prends la première, je la copie, je ferme ma photo, j'en ai plus besoin. La deuxième apparaît, je la colle par-dessus, CTRL V, commande V. Vous voyez, dans mes calques, toujours en mode normal, j'ai mes 2 photos qui se superposent. Comme je suis en mode normal, la photo, le calque 1, cache littéralement l'arrière-plan. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est les superposer. Donc, je vais changer le mode de fusion, le mode superposition, vous voyez, qui me permet quoi? De faire venir, de vraiment additionner mes 2 temps de pause pour avoir un temps de pause de 4 minutes. Mais comme la Terre s'est déplacée pendant mes photos, vous voyez, mes photos sont pas parfaitement alignées. Elle s'est légèrement déplacée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans le mode différence. Voilà. J'utilise l'outil déplacement, le raccourci c'est V. Utilisant le raccourci clavier, je peux utiliser les touches de flèche de mon clavier. Et voyez, voilà. Progressivement, je vais déplacer le calque 1 sur mon arrière-plan. Et voyez, il y a un moment où toutes les photos,
donne l'impression, toutes les étoiles donnent l'impression de s'éteindre. Ça veut dire que là, vraiment, mes deux photos sont parfaitement superposées. Vous voyez? Toc, toc. Et maintenant, je veux, cette fois-ci, maintenant qu'elles sont parfaitement alignées, je repasse en mode superposition. Et là, je fais monter mon temps de pause. Voilà. Les deux photos sont parfaitement alignées, différentes, et elles sont additionnées par le mode superposition. Voilà. Très bien. On peut peut-être passer à une autre question. Faut-il faire un étalonnage pour chaque papier? Mais comment? Alors, je pense qu'il faut que tu, juste de manière générale, hein, sans rentrer dans trop de détails. Le plus important, si vous faites là on parle du calibrage écran. Le plus important, c'est le type de papier. Si que vous utilisiez un papier de telle marque ou de telle autre marque, mais que le support, par exemple, est un papier vraiment mat, avec un petit grain, mais vous savez que dans les gammes, ils ont souvent des produits qui se ressemblent un peu, là, un seul calibrage va suffire, mais réellement, un calibrage avec pour un papier mat devient important. Vous allez jouer sur sur quelle valeur cible? Le point noir. Donc, avec Calibrite Profiler, par exemple, vous ne bénéficiez pas du calibrage hardware, mais vous pouvez faire un calibrage du point noir, ce qui n'était pas possible, même si vous aviez votre sonde était compatible avec l'ancien logiciel qui s'appelait X-Rite Profiler. Là, on ne pouvait pas caler comme il faut, comme on voulait exactement le point noir. On peut avec Calibrite Profiler, un gros avantage dans ce cas-là. Et donc, dans ces cas-là, moi, j'ai tendance, pour un papier mat, à calibrer mon point noir plutôt autour de 0,6 candela au mètre carré. Donc, vous voyez, les écrans d'aujourd'hui, quand ils sortent d'usine avec des technologies classiques, ils sont à 0,1 candela au mètre carré. Là, on parle de 0,6, beaucoup plus clair. Vous avez l'impression que votre écran n'a plus de noir profond, mais seulement des gris foncés. Oui, mais je vous dis, la magie va opérer quand vous allez comparer avec un tirage éclairé comme il faut. Donc 0,6 pour du papier mat, et si vous avez du papier brillant, un 0,3, autour de 0,3, 0,2 va être un réglage beaucoup plus approprié. Et dernier point, c'est une valeur pour commencer, 0,2, 0,6, et n'hésitez pas à faire des essais-erreurs chez vous avec votre papier pour voir s'il vaut mieux pas monter à 0,8, 0,7 ou descendre un petit peu, peu importe. Vous allez comme ça, par essai-erreur, faire le réglage qui vous convient pour votre papier et votre environnement de travail. Très bien. Est-ce que je vais préciser une chose, c'est le calibrage de l'écran va vous permettre d'afficher à l'écran la réalité des couleurs de votre fichier, ce qui vous permet de faire les retouches, les ajustements que vous préférez, y compris vos ajustements créatifs, hein. Alors que le profil du papier, il doit vous être communiqué par la société qui fait le tirage, le labo avec qui vous bossez, par exemple. Sauf si vous avez votre propre imprimante chez vous, auquel cas, ça peut être le fabricant du papier qui vous confie le profil, voire même avec un spectro. Mais à ce moment-là, c'est plus juste une sonde, hein, c'est un produit un peu plus coûteux quand même. C'est encore un autre appareil. Vous pouvez faire vos propres profils papier. Et l'outil qui est dans Photoshop qui marche le mieux pour comparer ce que vous voyez à l'écran après votre retouche et le rendu que ça va donner sur le papier, c'est de passer par la fonction format d'épreuve, personnalisé, et là d'aller chercher le profil du papier que le labo ou votre partenaire, ça peut être votre club photo qui a une imprimante A2 jet d'encre bien réglée, permet d'avoir. Et là, on peut voir apparaître les couleurs imprimables, les couleurs non imprimables, etc., etc. Ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire. C'était pas l'objet. Moi, j'aime un peu moins. À part sur les écrans vraiment haut de gamme où ça marche plutôt bien. Sur les écrans moyens et entrée de gamme, moi, je suis moins favorable à cette approche-là. Oui, mais tu peux proposer autre chose, Arnaud. Qu'est-ce que tu J'aime moins. Ce que je vous disais, un vrai étalonnage avec des valeurs cibles spécifiques, papier mat ou papier brillant. Okay. Personnellement, alors moi, pourquoi j'aime bien? Parce que quand je passe en mode tirage, je passe vraiment en mode tirage. Je baisse la lumière de ma pièce, j'allume ma Graphilight et ainsi de suite. Donc je passe en mode et à ce moment-là, je préfère changer le calibrage de mon écran. Ça m'évite les manipulations avec les formats d'épreuve sur Photoshop que je trouve toujours moins précis. Moi, j'ai jamais réussi à avoir exactement les mêmes niveaux de gris que je voulais et donc je préfère passer directement à un étalonnage spécifique. Je fais ma session d'impression et après je rebascule sur un calibrage web. Personnellement, c'est une approche que je préfère.
Tiens, va chercher une autre photo pour montrer un petit peu de la variété de ton travail. Et pendant ça, moi, je vais répondre à la question de Pascal. Pour les écrans ESO, il existe un logiciel de calibrage, dit calibrage hardware, qui s'appelle Color Navigator. En fait, ce qu'il faut comprendre, alors là, je vais peut-être me mettre dans un autre mode. Voilà. Alors, c'est pas celle-ci. J'apparais plus. Pouf, pouf, pouf. Bon, ça n'a pas d'importance. Les écrans qui le permettent, donc les écrans professionnels, hein, on est souvent quand même sur des écrans qui sont à plus de 1000 €, sont livrés avec un logiciel du fabricant de l'écran. Et ce logiciel du fabricant de l'écran, il permet uniquement de calibrer les écrans de cette marque. Donc chez ESO, ça s'appelle ESO Color Navigator. Et si vous avez un écran ESO, ben vous aurez normalement des résultats un petit peu plus précis. Et puis, c'est des logiciels qui sont faits pour réduire les risques d'erreurs humaines. Et en fait, ce logiciel dit le calibrage hardware fourni par le fabricant, il vient utiliser des fonctions spécifiques de cette marque d'écran. Donc, il va un petit peu plus loin. Et effectivement, si vous avez un ESO, Color Navigator, c'est une bonne idée. Si vous avez un écran BenQ, c'est Palette Master ou Palette Master Element, etc., etc. Mais ça, c'est que pour les écrans assez haut de gamme. La recommandation, et je pense que Arnaud, tu es d'accord avec moi, c'est si vous avez un écran haut de gamme, utilisez le logiciel du fabricant de l'écran. Oui. Aujourd'hui, ils marchent tous très bien. Oui, mais vous pouvez quand même garder le logiciel qui est fourni avec votre sonde. Pourquoi? Parce que vous allez chez un client ou un partenaire qui, lui, a besoin de calibrer son ordinateur portable. Évidemment, Color Navigator ne fonctionnera pas, par exemple. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Quand vous avez votre écran... Ou un ordinateur portable, pour calibrer son ordinateur portable. Oui, c'est ce que je viens de dire. Votre ordinateur portable, l'écran d'un ami, d'un collègue, dans un club. Ou d'un client, comme tu disais, d'un client. Les deux se complètent, en fait. Tout à fait. Voilà. Alors, vas-y, montre-nous une belle photo. Est-ce qu'on ferait un webinaire consacré au calibrage pour l'impression et le web? C'est une idée, Dominique. C'est en fonction aussi de vos demandes. S'il y a suffisamment de personnes, on pourrait aller là-dessus. Je pense que aller sur les choix des papiers, comment bien préparer son tirage avec un écran bien calibré, c'est clairement une piste intéressante. C'est des choses qu'on a parfois abordées dans le passé, mais on n'a pas prévu tout de suite de le faire. Mais par contre, moi, je vais essayer d'en programmer un prochainement. Voilà, là, c'était les photos de l'hôtel de ville de Paris, une commande de l'hôtel de ville de Paris, où j'ai photographié les grands escaliers et autres. Là, c'est l'hôtel de Lausanne, un hôtel particulier complètement incroyable sur l'île de la Cité. Incroyable. Non, l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, d'accord. L'île Saint-Louis, voilà, avec son fameux salon de musique, où l'État français, parfois, invite des très, très hauts dignitaires. Mais je crois que à dîner, et la dernière fois qu'il y a eu un prince invité dans le salon de musique de l'hôtel de Lausanne, il me semble que c'était un ancien roi d'Arabie Saoudite. C'est plus tellement utilisé en ce moment, mais réellement, voilà, c'est un endroit incroyable, la vue sur la Seine de l'autre côté. C'est fantastique cet endroit. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir le photographier. Je vais t'embêter. Il y a au moins 2 ou 3 personnes qui disent bon, quand est-ce que tu sors, Arnaud, le guide d'utilisation de Color Navigator 7? Oui. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Oh, plus, ils sont gentils. Non, mais c'est très bien. Eric. Oh là là, s'ils savaient. Alors, sachez que, je le sais, c'est très compliqué parce que ça prend du temps et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup plus de prises de vue. J'ai d'autres missions qui m'ont éloigné un petit peu de mon site sur la gestion de la couleur que j'essaie d'entretenir à minima autour des tests d'écran pour qu'ils soient toujours d'actualité. Ça, c'est en ce moment, lié à mon site sur la gestion de la couleur, c'est ma plus grande honte. Là, Hervé, tu viens de me dire qu'il y a 3 personnes qui n'hésitent pas à me contacter
Je pourrais toujours leur donner des conseils, même si je sais qu'après, il y a un plaisir de pouvoir lire Non, c'est éventuellement le aussi guide que les gens tranquillement. veulent. Et Le guide, exactement. Mais si, comme je suis conscient que j'avais promis ça à une époque, si vraiment il y avait un petit souci ou autre, étant conscient que je suis pas clean sur cette affaire, je pense, très, très serviable par téléphone. donc, c'est toujours dans les tuyaux, mais Ah tu oui, n'as pas de bah oui, date. bah oui, bah Alors, oui. on va rester encore 5 minutes, donc je vais prendre les deux dernières questions. Hugo nous demande que valent les profils ICC des fabricants papier. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, j'ai un avis. Eh bien, en fait, Rapidement. c'est, en gros, c'est presque comme si vous utilisiez un profil sRGB. Ça sert pas à grand chose. Et pourquoi ça donne l'impression de faire la blague? Parce qu'en fait, les imprimantes ont énormément progressé. Et sur les dernières imprimantes Epson que j'avais pu tester, eh bien, j'avais constaté qu'il y avait une différence entre profil générique du fabricant, profil que j'avais pu créer moi avec mon Spectro. Réellement, les tirages étaient différents. Mais ce qui était amusant par rapport à il y a 10 ans, c'est que bien malin de dire lequel est le mieux. Ça veut dire que réellement, vous avez des propositions. Vous voyez bien que les couleurs sont pas exactement les mêmes, mais dans les deux cas, ça vous semble très intéressant. Le ciel bleu n'est pas exactement le même, mais on pourrait se demander si finalement le bleu avec le profil générique est pas plus joli entre guillemets. Donc voilà, mon avis s'est assoupli par rapport à ce point-là parce que les imprimantes ont énormément progressé en qualité. Très bien. Et il y avait une question. J'ai une sonde iOne Display Pro X-Rite qui a une dizaine d'années. Est-ce que ça vaut le coup que je rachète une sonde ou est-ce que toi, tu penses que la mise à jour Ah, du si c'est logiciel... l'iOne, Oui. si c'est bien la petite souris, iOne absolument Display oui. Pro. L'iOne Display Pro. Voilà, absolument oui, parce qu'elle Non, avait des filtres c'est pas la petite souris. L'iOne Display Pro, c'est la version Pro qui que j'ai montré moi. Oui, oui. J'ai la mienne qui date de 2011, elle fonctionne parfaitement. Très bien. Elle fonctionne parfaitement. Et donc, C'est des filtres qui sont plus en gélatine. ils Et la sont, mienne, quand je la compare avec le toute dernière que j'ai reçue de Calibrite, la display, franchement, pour calibrer des écrans avec des technologies plus anciennes, quand je mesure mon noir, mon blanc et autres, je vois pas de différence. Donc franchement, ça a le bon goût de fonctionner très très bien. Donc là, tu peux juste envisager la mise à jour. Si tu ne changes pas de technologie d'écran, tu peux envisager juste la mise à jour vers Calibrite Profiler, qui je trouve offre des vrais plus. Oui, c'est la nouvelle version. J'ai mis le lien, je le renverrai, je pense, dans l'email que vous allez recevoir demain. Voilà. Je Voilà. Ah remets ouais. le lien si vous voulez suivre Arnaud ou aller voir son site. Et sur son site, vous pouvez laisser des messages. Je crois qu'ils peuvent te contacter à travers On ton va site. pas avec des mails, le Par mail. téléphone. Tout est Et, accessible. et puis, ben, je vous remercie tous. Yann Cano-Barat dit qu'il n'est pas fan de la photo de droite. Ben, montre-nous quelques autres photos au passage. Et Ah, c'était marrant ça. c'est un Une peu petite photo chargé là, avec tes décors. très très grand angle exprès pour exagérer. C'est même trop exagéré, mais le client était content d'avoir quelques photos comme ça. Là, c'était du 14 mm. Et moi, c'est pas mes photos préférées, mais bon, voilà, il y a quelques photos dans un dossier. Des fois, j'aime bien mettre du très grand angle pour dynamiser entre guillemets mon dossier. Entre guillemets, il y a des clients qui aiment, il y a des voilà. Moi, je préfère une approche plus classique comme ici. Alors, je l'avais précisé, Sylvain, le replay, je vais vous envoyer le lien à tous demain, puisque on va simplement, il y a une petite vérification, et on va diffuser le lien vers la rediffusion. Donc, vous l'aurez demain par email, vous consultez vos emails. Moi, je vous remercie pour vos participations, vos questions. Je trouve que c'était assez intéressant, un peu peut-être plus technique que certaines fois, mais c'est pas grave. Et je vous dis au revoir, à bientôt. On a un webinaire qui est prévu le 30 septembre, donc c'est dans pas longtemps. Donc regardez, vous recevrez peut-être des invites. Et je vais laisser le dernier mot pour la fin. Et bonne soirée à tous, et profitez bien et continuez à faire de la photo, des belles prises de vue, des retouches comme on vous en a un petit peu parlé, des tirages quand ça vous plaît, parce que le tirage, ça permet aussi de conserver et de fabriquer un objet qui est un objet en soi. Et donc, très bonne soirée, et je laisse le dernier mot pour la fin à Arnaud. Au revoir à tous. Alors encore, merci beaucoup pour votre attention. C'était vraiment chouette de partager ça avec vous encore ce soir. N'hésitez pas évidemment à m'écrire. Et en général, j'ai quelques mails qui arrivent quand le soir ou le lendemain des webinaires. Donc n'hésitez pas, vraiment. Moi, c'est une passion.
avant tout, j'ai la chance de partager ma passion. Certes, c'est des photos, c'est des commandes et autres, mais c'est vraiment, je suis passionné par la photo depuis l'âge de 14 ans. Donc c'est ça que je souhaite partager avec vous, conscient de toutes les évolutions, des habitudes, voilà, avec les réseaux sociaux, les différents supports, ça a beaucoup changé notre façon d'appréhender le calibrage. Je m'aperçois que j'ai constamment envie de quand même continuer à calibrer mes écrans, qu'il y a des cas où c'est même absolument indispensable. C'est ça que je voulais partager avec vous. Je suis parfaitement conscient que, et aujourd'hui, vous ne m'entendrez pas critiquer quelqu'un qui ne va pas systématiquement calibrer son écran selon le type d'usage qu'il va faire. Quelqu'un qui va faire de la photo pour Instagram, est-ce que vraiment il y a absolument besoin de calibrer son écran chez lui si simplement un petit réglage sorti d'usine et peut-être un petit peu moins clair peut lui suffire? J'ai vraiment rien contre. J'essaye d'être le plus moderne possible dans mon approche, de juger personne et puis d'être le plus disponible. Et puis vraiment, comme tu l'as dit Hervé, surtout faites des photos, partagez. J'adore liker des photos sur Instagram, ça me donne des idées. Je suis quelqu'un de contemplatif, je m'inspire du travail des autres, et quand bien même c'est pas toujours super précis au niveau des noirs, avec des noirs trop bouchés, c'est pas très grave. Le plus important, c'est de continuer à faire des photos, faire des tirages. Ça tellement beau, un beau tirage, même si c'est plus tellement à la mode et très moderne, mais c'est tellement beau à prendre en main, à contempler. Et donc, faites des photos, faites-nous plaisir, faites-moi plaisir, et je vous dis vraiment à très vite. Au revoir à tous. Merci Arnaud. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée.